Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe. Plus qu'une semaine avant le retour de la Ligue des Champions, et à cette occasion, on a décidé de vous parler de l'Olympique lyonnais qui va jouer vendredi 7 août son 8e de finale retour contre la Juventus Turin. Lyon sort d'une saison bien compliquée, marquée par l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, par la défiance des supporters et par la communication clivante de Jean-Michel Aulas au début de la crise sanitaire. L'OL peine à redevenir un grand d'Europe alors qu'il a fait rêver toute une génération dans les années 2000. Comment en est-on arrivé là et quels peuvent être les motifs d'espoir pour Lyon la saison prochaine? Avec moi aujourd'hui 3 membres de la Dream Team lyonnaise de l'équipe. Bonjour Hervé Penaud. Bonjour à vous, quel plaisir d'être accueilli comme ça. Dream Team, j'aime bien moi, ça. Ça me rappelle 92, Barcelone. Enfin, oui. Et toi t'es Jordan. Hugo Guillemet est là également. Bonjour Hugo. Bonjour Marie-Amélie. Et puis un petit nouveau avec nous aujourd'hui, Pierre Prugnot. Bonjour Pierre. Bonjour Marie-Amélie. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Dans les 5 ans, on gagnera une Coupe d'Europe. Je ne partirai pas avant d'avoir ramené l'OL parmi les plus grands clubs européens. Jean-Michel Aulas s'était fixé un bel objectif dans les colonnes de l'équipe en mars 2017. Cette année-là, Lyon avait atteint le dernier carré de la Ligue Europa, battu par l'Ajax Amsterdam. Depuis, il y a eu un 8e en Ligue Europa et un autre 8e en Ligue des Champions l'année dernière. Cette saison, le futur européen des Lyonnais est très incertain. 7e du classement de Ligue 1, on en reparlera évidemment. Du coup, il ne leur reste que 2 options. Remporter la Coupe de la Ligue demain, vendredi 31 juillet contre le PSG et s'assurer une place en Ligue Europa. Ou remporter la Ligue des Champions pour pouvoir disputer la prochaine édition. Il n'y a encore pas si longtemps, l'OL était une machine bien huilée en Europe, construite sur 2 piliers, le centre de formation et le recrutement. Hervé, c'était ça, l'idée du modèle lyonnais, avec en plus la livraison du nouveau stade en 2016. Oui, mais enfin ça c'était vraiment une autre époque là, parce que quand on parle du grand l'OL qui a dominé la France, c'est le début des années 2000. Mais depuis, il s'est passé tellement de choses, dont l'arrivée du Qatar qui a changé radicalement. Et puis l'OL avait un modèle économique bien précis qui a été la construction du stade, mais pas seulement. Il y a pas mal de choses qui se construisent autour du stade. On voit le rapprochement qu'il y a avec l'Asvel, et toutes ces choses-là font qu'à un moment, il a fallu mettre un petit peu de l'argent de côté. Et ces économies-là, elles se sont faites évidemment au détriment de la qualité de l'équipe, tout en ayant un discours toujours ultra positif. En expliquant qu'on avait rarement une équipe aussi bonne. Mais la réalité des choses, c'était qu'à un moment, il fallait mettre de l'argent un peu de côté pour tous ces remboursements, parce que tous les ans, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, il y a peut-être une petite précision à apporter à ce que dit Hervé et à ce que tu as présenté Marie-Amélie. C'est que tu parlais de modèle de formation, et justement, la période de vache maigre à laquelle a fait référence Hervé pendant la construction du stade, avec de l'argent à mettre de côté, a coïncidé avec peut-être la meilleure saison lyonnaise de ces dernières années. C'est la 2014-2015, où il termine 2e derrière le PSG, avec 3/4 de l'effectif formé au club. Voilà, avec une attaque Lacazette Fekir, un milieu de terrain Ferry, Tolisso, Gonalon, et puis Steve Malbranck qui était revenu mais qui est aussi formé au club. Donc voilà, on est revenu à une année où il n'y avait pas de Coupe d'Europe. C'est vrai, mais on est revenu à une période où le club investit beaucoup pour recruter des joueurs à l'extérieur, et forcément on se trompe. Une période que l'OL a vécu un petit peu sous Claude Puel, juste avant la période avec les joueurs formés au club, avec les achats très onéreux à Lille, Kader Keita, etc. Donc voilà, période de vache maigre ne veut pas dire, économique ne veut pas forcément dire période de mauvais résultats pour le club. Non, certainement pas. Parce que c'est le décalage qu'il y a. C'est qu'on a l'impression qu'on parle d'un club qui sera en grand danger. Sportivement, je parle, alors qu'on parle d'un club qui est en Coupe d'Europe tous les ans. Alors peut-être le sera-t-il pas l'année prochaine, ça on ne sait pas, on verra en fonction des résultats dans les 2 compétitions, surtout la première à mon avis. Mais il n'empêche que les résultats ont toujours été là. Ça a toujours été une équipe qui a fait de la Coupe d'Europe depuis 22 ans. Et ça, il faut se rendre compte ce que ça veut dire. Cette pérennité au sommet, c'est quasiment du jamais vu. Alors au niveau français évidemment, mais même européen. Même il y a eu des grands clubs, alors, peut-être qu'en Allemagne c'est un peu différent, mais il y a eu des grands clubs qui ont eu des coups de moins bien. Je pense au Milan et tous ces grands clubs-là. Même le Real Madrid, début des années 2000, n'était pas le Real Madrid d'aujourd'hui. Donc il faut bien se rendre compte que ce qu'a réussi l'Olympique lyonnais pendant 20 ans, c'est quelque chose d'énorme. Et la formation lyonnaise reste encore aujourd'hui une référence en Europe. En octobre dernier, par exemple, il y avait 30 joueurs formés à l'OL actifs dans le Big Five, donc les 5 grands championnats, ce qui fait de Lyon le 3e club formateur d'Europe. C'est un chiffre de l'Observatoire du football, je le précise. L'OL continue à sortir pas mal de joueurs. Enfin, quand on dit continuer, a repris, parce que dans les années 2000, effectivement, il y en avait moins besoin de fait, mais s'en sert de moins en moins.
de toute façon, parce qu'en fait, on pense que l'OL est encore un club formateur. Et vendredi contre le PSG, il y aura Lopez, Aouar, Cacré, et c'est à peu près tout en tant que joueurs formés qui seront alignés au coup d'envoi. Ça leur a servi à ramener de l'argent, c'est-à-dire Diakaby, NJ, c'est-à-dire des joueurs qui n'étaient pas forcément des titulaires, donc quand ils rapportent chacun 15 millions, c'est plutôt rentable. Mais ils s'appuient de moins en moins dessus. Donc il y a encore cette culture, les joueurs sont encore présents dans l'univers de l'OL, mais l'OL s'appuie beaucoup moins dessus qu'en 2015. Et depuis 3 ans, priorité a été donnée plutôt à la post-formation, c'est-à-dire acheter des joueurs qui ont entre 18 et 21 ans pour les revendre ensuite. La priorité était donnée à l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous prenez des joueurs et vous avez fait des bons coups, c'est ce qui est intéressant pour Lyon, ils ont fait une Ndombélé, Ferland Mendy, qui aurait imaginé que Ferland Mendy prête 50 millions d'euros au Real Madrid. Ça paraissait incroyable 2 ans auparavant. Mais c'est vrai que la formation, elle aide, mais elle a aidé aussi à sauver le club, il ne faut pas l'oublier. Alors quand je dis sauver, je suis un petit peu loin, mais pas tant que ça. Quand Martial part à Monaco, c'est un énorme coup. Ils avaient besoin d'argent à cette époque-là et ça coûtait cher. Les Maolida qui partent, les Goebbels qui partent, sont des gens qui ont rapporté beaucoup d'argent, alors qu'ils n'ont pas pu jouer véritablement à Lyon, parce que soit ils n'avaient pas encore le niveau, soit ils avaient besoin de s'épanouir ailleurs. Gouiri aussi rapporte encore près de 7 millions d'euros. Tout ça sont des joueurs qui avaient un bon niveau. Est-ce qu'ils avaient le niveau pour jouer à Lyon aujourd'hui ? Voilà, ça c'est une interrogation. Martial l'avait évidemment, mais Martial, on le savait depuis le début. Et là, on a parlé de beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont apporté de l'argent, mais qui n'avaient pas forcément joué. Ceux qui ont joué, les très bons coups, c'est Ndombélé, Ferland Mendy. C'est très difficile de faire des coups comme ça sur le recrutement. Mais ceux qui ont joué, je pense par exemple à Lacazette et Tolisso, parce qu'ils partent le même été, ils rapportent 100 millions d'euros en un été. Donc c'est là pour le coup ça fait prospérer le club. Et cette génération-là, c'était hors norme. La génération là qui est venue et qui a pris effectivement le pouvoir à une époque où c'était un peu en dents de scie, Lacazette, même l'arrivée de Fekir, Umtiti, etc., etc. Là, c'est rarissime d'avoir autant de joueurs de ce niveau-là arriver dans les grands clubs européens. Est-ce que Benzema avant. Est-ce que finalement, en fait, ces 2-3 dernières saisons, les jeunes générations étaient moins bonnes à Lyon ? Est-ce que c'est simplement pour ça qu'on n'a pas vu éclore de nouvelles pépites comme ce qu'ont pu être Lacazette ou Fekir? C'est une réponse un peu compliquée parce que les supporters lyonnais vous diront peut-être, mais on les a pas vus. Donc en fait, on ne sait pas. Genre Cacré, on l'a encore très peu vu et pour l'instant, il a rarement déçu. Aouar, il y avait une énorme attente et à l'été 2017, ça aurait pu partir un peu en sucette. Parce qu'il n'était pas encore dans le groupe, il en avait un peu envie, il semblait légitime sportivement, même si on ne le sait jamais a priori. Donc certes, effectivement, on n'atteindra jamais le niveau d'une génération spontanée, Fekir, Lacazette, Tolisso, Umtiti, auquel on peut même rajouter Lopez, qui est un gardien titulaire. Donc ça, peut-être qu'on n'atteindra pas ce niveau-là, mais il y avait des attentes et des déceptions. Sur Gouiri qui est parti, sur Melvin Barr qui est actuellement dans le groupe, mais dont on ne sait pas s'il va rester. Et j'oublie... Il y a Pierre Kalulu. Ouais, et Kalulu qui pouvait... Alors ça, c'était des joueurs d'appoint. Et après, c'est aussi une question suivante, plus ou moins, c'est... En fait, même si ce n'étaient pas des titulaires en puissance, aujourd'hui, c'est presque ces joueurs d'appoint qui vont peut-être faire défaut à l'OL, alors que les remplaçants actuels sont des joueurs qui ont coûté cher et qui ne repartiront pas forcément pour beaucoup d'argent. Alors là, on parlait plutôt des départs. Dans le sens des arrivées, il y a eu pas mal de tâtonnements ces dernières années. Donc, on en parlait tout à l'heure, des bons coups comme Léo Dubois ou Moussa Dembélé, et des choix un peu plus hasardeux comme Kenny Tété ou là, plus récemment, Joachim Andersen. Alors vous savez, sur le recrutement, c'est jamais du tout bon ou du tout mauvais. Moi, sur les dernières années, j'ai toujours la sensation que le vrai problème de Lyon, c'est qu'ils ont fait des coups financiers importants. Ça a marché, parce que Dembélé, ça pourrait être aussi très cher. Mais ils ont oublié un petit peu l'équilibre d'équipe. Il a toujours manqué ce joueur ou ces joueurs qui auraient fait la différence. Alors, ils ont tenté de le faire l'année dernière, c'est marrant, parce qu'avec Thiago Mendes, mais qui a coûté très cher, en étant logiquement ce relais entre le milieu et la défense pour être un peu le gars qui pourrait bloquer un peu les attaques adverses. Et puis Andersen avait quand même été supervisé de très nombreuses fois. Genesio, à l'époque, l'avait aussi lui-même supervisé, et personne ne s'attendait à le voir autant en difficulté. Malheureusement, un recrutement, c'est jamais tout bon, et il y a des mauvais coups. Mais le problème, c'est quand les mauvais coups coûtent cher, parce que là, on parle de 26 millions d'euros, c'est vraiment c'est dur pour l'idée d'un bon recrutement lyonnais, notamment la saison dernière.
Les mauvais coups, on les traîne, Lyon, on les traîne comme des boulets parce que c'est des joueurs ensuite qui sont dans l'effectif, qui sont très difficiles à revendre parce qu'ils ont des salaires très importants. Et on prenait l'exemple, par exemple, tout à l'heure de Pierre Kalulu qui était latéral droit. À l'OL, il y a Kenny Tété, il y a Dubois donc qui est le titulaire, mais il y a aussi Kenny Tété et il y a Raphaël. Kenny Tété et Raphaël, ils ont des salaires supérieurs à 150 000 euros par mois. On ne peut pas les laisser toute la saison en réserve. Et donc, il n'y a pas la place pour Pierre Kalulu qui serait pourtant un très bon joueur de complément. Tu parlais tout à l'heure, Marie-Amélie, de la grande époque de l'OL quand ils ont gagné 7 titres. C'était pas forcément avec des joueurs formés au club. Il y avait Sidney Govou et après, c'était plutôt des joueurs de complément. Et c'était de la post-formation, Govou. Il y avait des Balmont, Ben Arfa sur et la des fin. joueurs issus de la formation. Voilà, mais il y en avait quand même très peu. Et la stratégie de recrutement à l'époque, c'était d'acheter les meilleurs joueurs du championnat français. Et Michael Essien, Malouda, Abidal, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Parce que les meilleurs joueurs du championnat français, ils coûtent 60-70 millions d'euros. Donc voilà, on est dans une autre époque. On est dans une époque de coups. On est dans une époque de coups, et forcément, on se rate de temps en temps. Ndombele, Mendy, on se dit, et sait-on jamais, Andersen, pourquoi pas? Et on ne sait pas qu'il aura du mal à s'adapter au championnat de France de cette manière-là. Mais on est obligé de tenter le coup. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu des déficits dans le dernier recrutement, notamment. Bon, il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a eu plus que le dernier recrutement. Il y a eu un été un peu particulier. Justement, je voulais y venir, parce que voilà, on parlait de tâtonnement dans le recrutement. Ça a aussi pas mal tâtonné au niveau de la direction l'été dernier. Donc, je rappelle quand même que le président Jean-Michel Aulas a annoncé vouloir prendre un petit peu de recul en installant l'idole du club, Juninho, au poste de directeur sportif. Le Brésilien, 45 ans, décide de nommer l'un de ses compatriotes au poste d'entraîneur, Silvinho, sauf que ça n'a pas du tout marché. L'OL était 14e au classement après 9 journées. Est-ce que Jean-Michel Aulas a fait une erreur, tout simplement en laissant autant de pouvoir à Juninho qui n'était lui-même pas très expérimenté? Alors déjà, est-ce qu'il lui a donné tant de pouvoir que ça? Là, c'est la vraie question, parce que de ce qu'il dit et de ce qu'il communique, c'est Juninho qui a les pleins pouvoirs, mais en réalité, c'est toujours Aulas qui va prendre la décision finale. Juninho n'a pas les pleins pouvoirs. D'autant plus, excuse-moi de te couper, que quand il arrive, Juninho, bon, il n'y a plus d'entraîneur et il va en venir avec un novice. Il n'y avait pas de directeur sportif, donc il prend cette place-là. Et en fait, on se rend compte qu'un an après, il y a Rudy Garcia qui est entraîneur et qui est un entraîneur qui est beaucoup moins flexible que l'était Bruno Genesio. Il y a Bruno Chéroux qui est arrivé et qui a quand même un profil médiatique, donc qui est quelqu'un qui existe, que beaucoup plus que Florian Maurice, qui était quelqu'un de discret, en tout cas publiquement. Et en plus, on a l'impression que Gérard Rouillet a repris plus d'épaisseur, plus de pouvoir depuis un an. Donc en fait, il était un peu quasiment seul au monde, enfin derrière Aulas, donc c'est pas vraiment tout seul. Et un an après, on a l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence, un peu comme si, en tout cas, ça donne cette sensation. Mais sans oublier Vincent Ponceau, qui a énormément de pouvoir dans chaque décision. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde, comme tu dis, Pierre. Mais la prise de risque, elle existait au départ. À partir du moment où vous prenez un directeur sportif qui est éloigné du terrain, enfin du terrain français, puisqu'il était à l'étranger, qui ne suivait pas évidemment tout ce qui se passait en France. Après, il faut qu'il se crée un réseau. Pour l'instant, c'est à faire. En plus, qu'il y a une personnalité, c'est quelqu'un d'instinctif, de réactif. Donc c'est quelqu'un de Juninho qui de temps en temps a tendance à surréagir, alors que quand vous êtes directeur sportif, vous devez être un peu animal à sang-froid. Alors lui, c'est pareil, il va falloir qu'il progresse dans son métier de directeur sportif, surtout dans sa communication, dans son rapport aux autres, parce que c'est sa manière d'être. Et il est intelligent, donc j'espère pour lui qu'il va réussir justement à gagner ça. Et puis, on a eu l'impression d'un nouveau départ. Donc un nouveau départ, il peut y avoir des erreurs, chacun apprend. C'est comme un joueur qui arrive, il apprend de ses erreurs, Juninho apprendra de ses erreurs. Jean-Michel Aulas a appris assez vite de ses erreurs, parce que effectivement, de la déconnexion, elle a duré à peu près 2 semaines et demie, j'exagère, bon, on n'en est pas loin, c'est-à-dire qu'il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il reprenne un petit peu les commandes, alors avec des petites erreurs de fait, encore une fois, ça c'est certain, mais il a fallu tout remettre en place. Visiblement, ils sont plutôt contents de ce qui se passe aujourd'hui avec Rudy Garcia. Donc, il faut voir un petit peu justement, le choix de Rudy Garcia, c'était un petit peu une rupture dans le fonctionnement de l'OL, ce choix de ce grand entraîneur français qui avait gagné le championnat et la coupe avec Lille, qui ensuite avait fait de très bonnes années à Rome. C'est un profil différent de ce qu'on a eu les dernières années à Lyon. Différent. C'est un peu comme Puel. Ouais, c'est un peu comme Puel. Après,
c'était un choix qui était quand même... c'est pas un choix qui était contraint, ils ont tous été d'accord pour embaucher Rudy Garcia. Mais il y avait quand même la contrainte du staff existant à Lyon, et le président avait très clairement fait comprendre aux autres décideurs qu'il n'y aurait pas de licenciement du staff. Et donc il a fallu embaucher un entraîneur qui arrivait seul ou avec seulement 1 ou 2 adjoints. Et donc ça, de fait, ça a éliminé quelqu'un, par exemple, comme Laurent Blanc. Ça a éliminé pas mal d'autres entraîneurs étrangers. Et voilà, le choix s'est porté sur Rudy Garcia. Je dis pas que c'est un choix par défaut, mais il a quand même été contraint par certains facteurs. Rudy Garcia, il a gagné d'une certaine manière la bataille du grand oral, et ça c'est important. Et il y avait une forme de logique par rapport à un Laurent Blanc, même s'il avait beaucoup travaillé sur le jeu lyonnais, c'est que Rudy Garcia avait joué contre Lyon. Donc quand vous arrivez, vous avez des schémas préétablis, vous savez exactement quels sont les défauts, les qualités de l'équipe. Donc quand vous venez expliquer ce qu'il va falloir changer, vous avez quand même du poids à ce moment-là. Et Rudy Garcia a été très bon. Et puis Rudy Garcia, il a un palmarès, il a fait quand même beaucoup de choses dans le foot français. Le vrai problème, évidemment, c'est qu'il y avait une déception des supporters, parce que pour eux, Rudy Garcia, c'était l'entraîneur de Marseille. Donc ça, ils n'en voulaient pas. Surtout l'entraîneur de Marseille qui avait attaqué l'Olympique de Lyonnais. Mais lui, il est passé outre. Et Jean-Michel Aulas s'est dit à un moment, c'est pas les supporters qui vont décider non plus de l'avenir du club. Il va falloir que je reprenne tout ça en main. Oui, évidemment. Et sachant que les supporters avaient pendant longtemps demandé le départ de Bruno Genesio les saisons précédentes, Jean-Michel Aulas pense qu'il peut se passer finalement du soutien de certains supporters. Évidemment que c'est pas les supporters qui dirigent le club, mais ça fait quand même plusieurs saisons qu'il y a une partie des supporters lyonnais qui sont dans la contestation. Non, mais il ne peut pas s'en passer, parce qu'il sait qu'il en a besoin. Il sait qu'il a besoin de ces supporters-là. Vous avez un stade qui est immense, qu'il faut remplir. Il a besoin d'eux. C'est pour ça qu'il y a un rapport constant avec les supporters. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu les débuts des années 2000. C'était exactement pareil. C'était parfois chaud, parfois tendu. Mais il a toujours été proche de ses supporters, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'à un moment, il avait besoin d'eux. Et malheureusement, parfois, il y a quelques écarts. Il allait peut-être trop loin dans un sens ou dans l'autre. Il a laissé peut-être trop de poids, à mon avis, à certains groupes de supporters. Et il a fallu faire un peu machine arrière. Mais ça fait partie quasiment du jeu politique d'un président de club comme Lyon. Alors, Jean-Michel Aulas, on le sait, est généralement omniprésent dans les médias, mais là, pendant la crise sanitaire, ça a été encore plus le cas. Il a tout fait et tout dit pour que le championnat reprenne. Pierre, est-ce que sa communication clivante, mordante, ne fragilise pas son club, finalement ? Dans l'ensemble, non. Après, effectivement, il y aura toujours un moment, on va se dire, ça, il aurait pu s'en passer, ou ça s'était raté, ou ça c'est un peu contradictoire. Et même si c'était un peu enjolivé, finalement, à la fin, tout le monde a dit Aulas avait raison. En fait, on aurait dû faire ce qu'il a dit. Donc, s'il s'est trompé 2-3 fois, ou s'il a dû prendre des virages, ça sera globalement effacé. Donc, non, il a pas trop raté sa communication. D'ailleurs, au bout du compte, il rate pas grand-chose. Je veux dire, financièrement, le club est extrêmement sain. Sa communication, pourtant, il est souvent dans la provocation, mais au bout du compte, les gens s'inclinent souvent. Non, pour l'instant, la seule chose qui va lui peser, c'est le manque de résultats sportifs qui n'est pas du tout à la hauteur de son standing de président et du standing du club tel qu'il l'a fait devenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous un peu en train de dire, voilà, peut-être qu'il avait raison, parce qu'on n'a pas assez défendu la reprise du championnat, comme l'ont fait les autres championnats. Et je me rappelle d'une interview que j'avais faite avec Jean-Michel Aulas tout au début de la crise sanitaire, du confinement. Et à la fin, en off, il avait dit, vous savez, j'ai très souvent raison avant les autres. Et voilà, sur beaucoup de sujets, on est obligé, qu'on le veuille ou non, de lui donner raison là-dessus. Après, c'est vrai que... Ce qui a brouillé un peu sa communication, c'est de partir dans tous les sens, et les gens ont eu la sensation qu'il ne jouait que pour lui. Voilà, tout est là. Alors que sur le fond, il avait tout à fait raison. Enfin, moi, on en avait déjà discuté avec Jean-Michel Aulas à l'époque, mais il est évident qu'on pouvait se donner au moins la chance de reprendre. Partout, dans les grands championnats, il y a eu reprise avec un champion, avec un deuxième, un troisième, un quatrième. On ne sait pas exactement quel aurait été le résultat du championnat de France à la fin d'une saison complète. Donc effectivement, il y a eu un manque à gagner financier et sportif. Et justement, qu'est-ce qui a fait le plus défaut à Lyon, selon vous, pendant cette première partie de saison ? Ce qui fait défaut à Lyon, c'est une forme de cohérence sportive. Alors après, on peut dire qu'il y a une forme de cohérence dans l'incohérence, mais depuis 5 ans, c'est plutôt décevant. Donc on le disait tout à l'heure, en 2015, l'équipe avec que des joueurs formés, à 2 exceptions près, termine 2e du championnat.
plutôt à la surprise générale, parce que c'était censé être une saison de transition. Et là, arrivé donc l'été 2015, on se dit, cette équipe, il y a 2-3 retouches à faire et elle va être vraiment, vraiment pas mal. Sauf qu'en fait, le mercato va déjà être un peu raté, y compris financièrement. Parce qu'un joueur comme Valbuena, on peut pas dire que c'est une mauvaise recrue, mais c'est une recrue qui alors que Gourcuff était enfin en fin de contrat, qui coûtait aussi cher de salaire, et qui n'a pas apporté, qui a été bon, mais pas forcément à la hauteur de son standing international, et de joueur le mieux payé de l'effectif, ou dans les deux mieux payés. Arrive, on se dit, il faut un renfort en défense centrale, c'est Mapuyanga Mbiwa, qui va rester 5 ans au club pour jouer 6 mois. Et donc, 6 mois après cette bonne saison 2015, l'équipe est plus faible. Et ça, c'est quelque chose qui va être récurrent dans plusieurs mercatos, et y compris donc celui de l'année dernière, donc de 2019, où l'équipe va perdre Ferland Mendy, Dombélé et Fekir. Et ça ne sera absolument pas compensé. Peut-être que Jeff René-Delaïd apportera un jour une plus-value au moins financière, mais tous les autres joueurs n'ont pas du tout renforcé l'équipe. Et ça fait plusieurs mercatos un peu ratés. Donc il y a certes des coûts financiers, Touzard, Dombélé et Mendy, qui repartent pour beaucoup plus cher que ce qu'ils sont arrivés. Donc ça, financièrement, c'est équilibré. Mais sportivement, à chaque fois, on a l'impression que l'OL se trouve finalement une équipe pas trop mal, qu'il faudrait quelques retouches. Et en fait, l'équipe se retrouve systématiquement, 4 mois après, affaiblie, en devant passer par une période pénible, souvent au début de l'automne, rattraper ça derrière et reconstruire encore une fois derrière. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus surévaluer l'impact de certains de ces joueurs. Mendy sort d'une saison très moyenne, Dombélé très moyenne, Fekir très moyenne. Au potentiel, oui, ils étaient très forts. Et puis quand on parle de la saison, tu parlais de la saison avec tous les jeunes, la plus grosse difficulté quand vous avez des jeunes comme ça, c'était le cas de Mendy, de Dombélé d'ailleurs, c'est de confirmer. Ils ont fait une année quand ils sont arrivés effectivement en Ligue 1 où ils ont été très très forts. L'année d'après, quand vous devez confirmer, vous avez de la Coupe d'Europe, c'est plus tout à fait pareil. Des fois, ça devient compliqué. Et ce qu'on attend d'un joueur de haut niveau, je prendrai l'exemple d'Aouar par exemple, c'est une forme de régularité qu'il n'a pas réussi à avoir aujourd'hui. Et pourtant, on l'attend à un très très haut niveau. Donc, à un moment, il faut faire des retouches. Le problème, on est toujours au cœur du souci lyonnais, ils ont besoin d'argent pour tous les projets qu'il y a autour du stade. Et l'argent, il vient comment ? En vendant des joueurs, donc Dombélé, Mendy, qui auraient peut-être été énormes cette année-là, et ils sont obligés de les vendre. Je voulais rajouter un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, on a la sensation d'avoir une équipe de Lyon qui se compose, à quelques exceptions près, mais d'invendus en fait. Parce que les joueurs qui étaient bankable et que les clubs s'arrachaient, ils sont tous partis. Et aujourd'hui, y a Traoré, il y a... Par Oussem Aouar. Voilà, non mais... Dembélé. Non mais Oussem Aouar, il y a une énorme affiche sur son front à vendre. Sauf que là, pour l'instant, le club n'a pas d'offre. Alors effectivement, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a sa place dans des clubs plus importants que Lyon. Mais aujourd'hui, alors c'est peut-être dû au contexte, etc. Mais Aouar n'a pas d'offre. Alors que Jean-Michel Aulas a très bien communiqué là-dessus. Il veut le vendre, clairement, parce qu'il a besoin de le vendre. Et sur le terrain, Pierre parlait de cohérence. Il y a, depuis plusieurs années, alors il y a eu des changements d'entraîneurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de cohérence dans la construction. Hervé, tu l'as évoqué aussi, mais dans la construction de l'effectif. On ne peut pas se retrouver avec 3 latéraux droits et personne qui tient la route à gauche. On ne peut pas se retrouver à jouer avec 2 attaquants centres et que des ailiers, ou l'inverse, jouer avec 2 ailiers et que des avant-centres. Voilà, il y a des problèmes dans la construction. L'effectif n'était pas équilibré. Et surtout, il n'y a pas non plus de cohérence dans la construction de la stratégie sur le terrain. En fait, il y a plus de... On peut plus dire Lyon joue comme ça. Voilà. Avant, on pouvait dire ça. Et même en 2015, quand Lyon fait sa très belle saison, avec un milieu en losange, on savait comment jouer Lyon. À chaque match, on savait ce qui allait se passer. Même l'année dernière, on regarde Montpellier. Montpellier, on sait comment ils vont jouer. Lyon, on ne sait pas. De toute façon, il y a un vrai problème de cohérence, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez des attaquants, la plupart, ils veulent jouer devant, dans l'axe. Bon, alors après, il faut en mettre sur les côtés. Après, vous avez des défenseurs centraux qui n'arrivent pas complètement à tirer la baraque aujourd'hui, parce qu'Andersen, effectivement, ne fait pas la maille. Mais pourquoi ? Moi, je pense que le vrai poste clé de cette équipe-là, et pour l'instant qui n'a pas été trouvé, c'est ce milieu défensif qui serait devant la défense, capable de balayer, capable d'être toujours bien placé et de récupérer des balles, pour éviter justement aux centraux d'avoir autant de difficultés pour récupérer. Et malheureusement, il y a eu des ratés dans le recrutement, et il y a eu des ratés dans la construction, moi, je trouve, de l'effectif. Pas pour récupérer de l'argent, mais pour essayer de créer une équipe qui serait, entre guillemets, une sorte de machine de guerre. Bon, en l'occurrence, là, les hommes de Rudy Garcia sortent d'une préparation de 5 matchs amicaux.
4 victoires, 1 défaite, c'est plutôt positif. Mais ce qui inquiète, et ça rejoint ce que tu disais un peu plus tôt, Hervé, ce sont les 7 buts encaissés en 5 matchs. Donc Rudy Garcia sait qu'il peut s'appuyer sur Jason Denayer, mais en revanche, il ne sait pas avec qui l'associer. Je pense que celui sur lequel il est sûr de l'associer, c'est Marcelo. Parce que je pense que l'un de ceux qui a réussi quasiment une des meilleures saisons l'année dernière, derrière, c'est Marcelo. Parce qu'on sait à quoi s'attendre avec Marcelo. Je vois Pierre qui... Oui, parce que c'est le seul qui est fort. C'est pas d'une évidence, c'est pas limpide, si. Le truc, pour moi, c'est que l'OL fait partie, il y a différents instituts qui ont sorti des stats, fait partie des 20 clubs les plus puissants du monde. Et on a beaucoup de mal à se dire que Marcelo est un pilier d'une des 20 équipes les plus puissantes du monde du foot. Même Denayer, ce serait déjà un peu surprenant, parce qu'on ne parle pas de joueurs qui ont un niveau international, mais on en est très très loin. Et c'est complètement étonnant pour une équipe comme ça, parce que tout le monde ne l'est pas, mais tout le monde est potentiellement international au milieu et en attaque. Mais en revanche, derrière... Même tout le monde l'est quasiment. Et derrière, c'est en fait, ils n'ont jamais réussi à remplacer Umtiti, qui est parti en 2016. C'était un peu le dernier grand défenseur central de Lyon. Umtiti, c'est paradoxal, parce que l'année où il part, il est le seul à partir. Enfin, le seul transfert qui compte. Et il y a Nkoulou qui vient de Marseille, et Mamana, qui est un jeune Argentin qui est très coté sur le marché. Et donc en fait on se dit récupérer deux joueurs potentiellement bons pour un très bon, c'est sachant qu'il y en a un qui pouvait exploser, un qui avait l'habitude de la Ligue 1, c'était pas raté. Bon, sauf qu'en fait aucun des deux va s'imposer. Enfin même maintenant les deux vont rester qu'un an de toute façon, donc en fait on va même quasiment s'en débarrasser. Et résultat, maintenant là ils ont pas vraiment de charnière. Mais regardez, ça passe à 4, à 3, ils ne savent pas véritablement. C'est pour ça qu'il y a eu autant de modifications, autant de changements. Aujourd'hui, la logique voudrait qu'ils jouent à 3 demain pour essayer de renforcer cet axe. Mais bien sûr, Marcelo, ils savent ce qu'il peut faire. C'est-à-dire solide, costaud, fort au duel, il manque de vitesse, donc ça veut dire qu'il peut être en difficulté sur les balles dans son dos. De toute façon, on sait exactement quelles sont les caractéristiques des uns ou des autres. Et à partir du moment où il y a eu ce raté sur Andersen, pour l'instant en tout cas, les matchs amicaux n'ont pas montré un Andersen non plus rayonnant. C'est à lui maintenant de se remettre dans le coup. En fait, aujourd'hui, Rudy Garcia, c'est vrai que Rudy Garcia adore Marcelo, mais il a un seul défenseur qui tient vraiment la route dans la profondeur, etc. C'est Jason Denayer. Et donc, pour compenser ces manques-là qu'il a en charnière, au lieu de mettre 2 défenseurs centraux, il en met 3. Donc ça enlève un joueur ailleurs sur le terrain. Et justement, c'est un aveu de faiblesse de jouer avec une défense à 3 aujourd'hui, même si c'est une stratégie qu'il a mis en place, mais c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire, en fait, j'en ai un qui tient la route, et pour compenser la faiblesse du potentiel deuxième, en fait, j'en mets 3. Moi, c'est comme ça que je lis la situation, parce que je trouve Lyon... Oui, mais en jouant comme ça, tu as la capacité à faire jouer tes 2 excentrés dans leur meilleur poste. Oui, mais je trouve Lyon, moins les exposer défensivement, parce que c'est vrai que Cornet, etc. Non, mais je trouve Lyon beaucoup plus décevant avec ce système en défense à 3 qu'avec une défense à 4, parce que quelqu'un comme Bruno Guimaraes, qui est vraiment le joueur sur lequel Lyon doit s'appuyer aujourd'hui au milieu de terrain, avec une défense à 3, il est un petit peu contraint, il ne peut pas redescendre, rechercher les ballons pour la construction du jeu, etc. Alors que dans une charnière avec 2 défenseurs centraux, là, il peut beaucoup plus rayonner dans le jeu. Voilà, parce que l'OL, du coup, a une sorte d'équipe un peu schizophrène. Elle a un milieu qui est protagoniste, donc qui voudrait aller presser, qui veut les jouer devant, et qui est fait pour ça. Enfin, je veux dire, si c'est le milieu annoncé par Hervé dans le journal, si c'est Cacré, Aouar, Bruno Guimaraes, c'est vraiment un milieu qui est un milieu offensif, entre guillemets, et une défense qui est très très attentiste parce qu'elle est lente et qui du coup va pas monter très très haut, et du coup ça va créer une sorte d'accordéon dans lequel les adversaires, qui soient du niveau du PSG ou du niveau d'Amiens, vont s'engouffrer beaucoup trop facilement. Ça crée trop d'espace, ça crée trop de trous, et si vraiment la défense veut suivre, il suffit d'envoyer quelqu'un dans le dos. C'est ce qu'ont fait les Belges d'Anvers l'autre fois. Quand ils avaient le ballon à 40 mètres, les mecs reculaient de 80, enfin jusqu'à 80 mètres du but, parce qu'ils savaient qu'en envoyant des flèches devant, ils mettraient l'OL en difficulté systématiquement. Et on parle d'une équipe moyenne du championnat belge. Ouais, rapidement, avant de terminer, quand même un point positif, il y a une vraie relation technique qui se crée entre Depay, Aouar et Guimaraes. Ça, c'est réjouissant. Oui, mais alors, on n'est absolument pas surpris, parce que là, c'est peut-être les 3 meilleurs joueurs de l'effectif. Après, sur les 3 joueurs que tu viens de citer, dans 1 mois et demi, il y en a peut-être 2 qui seront plus là. Depay et Aouar. Donc, c'est encourageant, mais en même temps, c'est déprimant de se dire que c'est des joueurs qui vont être
va être très difficile à conserver, surtout Depay. Je sais pas ce que tu en penses, Hervé, mais... Le problème, c'est que déjà, ils n'ont pas joué un match officiel ensemble. Donc, savoir si ça va fonctionner ou pas, moi, j'attends de voir. Vous savez, les matchs amicaux, je prends ça avec beaucoup de modération. Il faut se méfier des impressions des matchs amicaux. Et pour l'instant, ils n'ont pas fait un match ensemble. On va voir. Ils vont peut-être pas en faire beaucoup, d'ailleurs. Bon, on va voir ça demain, vendredi 31 juillet, en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Et puis dans une semaine, l'OL ira à Turin défier la Juve en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Victoire 1-0 au match aller, donc tout est possible. Merci beaucoup, messieurs Hugo Guimet, Hervé Penaud et Pierre Prugnot. Merci. Merci, comme d'habitude, à Roland Richard. Et vous, chers auditeurs, on vous prépare pour la semaine prochaine un superbe épisode sur l'Atalanta Bergame. On vous dira tout sur le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions. À très vite.